a la señora Priscilla Volmer, directora general en Africa Digital Power en Francia y Senegal y directora del organismo de prensa 54 Entradas. Y posteriormente tendremos la participación de la señora Amanita Niuno, cofundadora de SANC-MAC y presidenta de la asociación Sadio Malik. Señora Volmer, muchísimas gracias y bienvenida. Merci de cette introduction, merci. Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour, buenos días. Je suis très honorée d'être ici au Panama pour cette seconde édition du Salma Women Dialogue, une conférence qui permet de réfléchir ensemble à comment accroître la représentativité des femmes dans les postes à haute responsabilité. Merci à Winfried Weck, Konrad Adenauer Stiftung, Fondation, et à Amina Ghouri de m'avoir permis d'être présente parmi vous. Et merci aux autorités du Panama pour l'accueil. Tout d'abord, je voudrais rappeler brièvement mes origines. Je suis métissée guadeloupéenne de par ma mère, qui a 78 ans. On ne révèle pas l'âge des femmes, mais ça a une importance. Ma mère s'est battue à ses 21 ans pour quitter son île Papillon, un territoire français d'outre-mer de 1628 km², et cela 2 décades avant la génération, pour ceux qui connaissent, Bumidum et ses 160 000 déplacés. Il y a 57 ans, c'était très osé de voyager seule en étant une femme noire, non mariée, pour rallier la métropole, la France, en bateau et traverser 6700 km. Ma mère, originaire des classes modestes, entretenait l'espoir de faire des études puis de trouver un bon travail. Et la métropole était peut-être sa seule chance, son unique chance d'y parvenir. Sa migration, je peux dire qu'elle a réussi. Ma mère a obtenu son diplôme d'infirmière et est devenue surveillante à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. J'ai ce sang qui coule en moi, celui de l'autonomisation de la femme, de l'indépendance, du courage. La Guadeloupe, ou l'île des femmes debout, libre et forte, où l'on appelle la femme potomitan. C'est celle qui est au centre du foyer et autour duquel tout s'organise. Et c'est ce bagage culturel, empreint d'un besoin de liberté puissant, dont j'ai tiré la force de créer mon entreprise Africa Digital Power, puis le média 54 États. Et c'est tout naturellement d'ailleurs que nous avons une rubrique intitulée « Place aux femmes ». Alors vous m'invitez ici pour parler brièvement du networking féminin qui agirait tel un multiplicateur de synergie. Et cela pousse à s'interroger naturellement sur le pourquoi d'un réseau féminin. Question à laquelle je répondrai tout naturellement, parce que nous, les femmes leaders, avons des problématiques que n'ont pas les hommes. Le networking féminin crée un environnement propice pour multiplier la création d'entreprises par les femmes. C'est un accélérateur de croissance, une impulsion pour favoriser la mixité dans l'entrepreneuriat. En prenant le contrôle de nos vies, nous, les femmes entrepreneurs, avons un impact positif sur les communautés dont nous sommes issus et sur l'économie des régions dans lesquelles nous vivons. Pour des dizaines de milliers d'entre nous, cela nous permet de progresser sur 3 piliers fondamentaux: l'indépendance financière, l'estime de soi et l'intégration sociale. En France, pays où je réside majoritairement, 29% des entreprises sont créées par des femmes, selon l'INSEE. Des entreprises en moyenne plus petites et qui génèrent moins de chiffre d'affaires que celles dirigées par les hommes. Pourtant, les entrepreneurs réussissent aussi bien que leurs homologues masculins. Et elles sont souvent plus performantes, connaissant la croissance du chiffre d'affaires. Mais il y a un faisceau de raisons qu'on n'explique pas toujours, dont l'éducation et la persistance des stéréotypes de genre, qui freinent la création des entreprises par des femmes. Les réseaux d'affaires exclusivement féminins sont apparus pour apporter des solutions à ce problème. Et leur nombre, on constate en France en tout cas, a explosé sur les 10 dernières années pour passer de 200 à plus de 500 aujourd'hui. Le nombre d'adhésions augmente beaucoup aussi. Il y a une vraie demande de la part des femmes et ces réseaux permettent d'aborder des sujets clairement qui ne seraient pas dans des environnements mixtes. J'ai aussi envie de prononcer un mot que nous n'avons pas encore prononcé, à moins que mon espagnol soit trop mauvais pour que je l'ai compris, c'est le mot sororité ou solidarité féminine. Je crois beaucoup à la solidarité féminine, bien que force est de constater que les femmes sont souvent les premières à se jouer des sales tours entre elles. Il faut le dire. Cela s'explique par un choc générationnel, par un choc des cultures, et parfois, c'est tout simplement le propre de la vie, ça ne s'explique pas. Une autre barrière qui se dresse entre les femmes, c'est l'accès au financement, en matière évidemment de création d'entreprises.
Puis, les réseaux féminins servent aussi de porte d'entrée dans des milieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu économiques mixtes. Cela permet de prendre des mandats dans la vie économique locale et au-delà, et pour en ce qui me concerne le secteur des médias, de la communication, de faire bouger les lignes dans le monde des médias pour y développer la place des femmes dans les sphères de décision. Depuis 2 siècles, des femmes luttent, créent, meurent parfois pour faire du journalisme. Un métier aussi féminin que masculin, au-delà des clichés qui pèsent encore sur ce qu'on appelle le 4e pouvoir. Le leadership des femmes et leur participation sont partout menacés. Mais en France, je dois admettre qu'on note une percée des femmes dans les médias. Une majorité de femmes dirigent aujourd'hui des entreprises de médias publics et elles ont des engagements forts qui ont été pris dans l'ensemble de ce secteur pour tendre vers la parité en interne et à l'antenne. En revanche, si la visibilité des femmes progresse à l'écran, on leur donne moins la parole et elles demeurent sous-représentées en tant qu'expertes. De l'avis de tous, pour ceux qui la connaissent, Marie-Christine Saragosse est une pionnière. C'est la présidence de France Média Monde qui chapeaute France 24 et RFI et qui mène une politique volontariste en matière d'égalité hommes-femmes. Et je pense aussi, j'en ai même des frissons, à feu Michèle Léridon, première femme journaliste à prendre la tête d'une des plus grandes agences de presse internationales, l'AFP. Bon, elle intégrera plus tard le CSA. Michèle Léridon, c'était une vision du journalisme. Elle était toujours du côté des femmes. Elle était précurseur et elle avait très vite intégré l'effet #MeToo sur le journalisme et sur la manière d'appréhender et de traiter l'information à l'aune de ce mouvement planétaire, inédit dans l'histoire du féminisme et de la défense de la parole des femmes victimes de violences. Bon, elle est décédée le 3 mai, et c'est un curieux hasard pour cette grande dame, le jour de la Journée internationale de la liberté de la presse. Je pense aussi à moi. Il faut savoir qu'à ma connaissance, je suis la première jeune femme d'origine afro-caribéenne à avoir créé en France un magazine d'information politique africaine. C'est quelque chose qui aurait été certainement plus difficile en Afrique subsaharienne, où les femmes sont confrontées à des obstacles financiers, administratifs et, on le sait, à tout un tas d'autres obstacles. Et on en revient au networking. Les femmes ont moins de chances que les hommes de suivre une formation, de nouer les contacts, de bénéficier des ressources nécessaires pour devenir des dirigeantes performantes dans le secteur de la presse et dans tout un tas d'autres secteurs. La révolution du numérique a été une chance pour multiplier la création des médias panafricains. Et pour en revenir à la France, la voie vers l'avenir du numérique est tracée à la fois par les artisans du service public, par les acteurs politiques responsables et par les citoyens qui s'en préoccupent. En 2009, avant la création du média 54 États comme les 54 pays du continent africain, je travaillais en France en qualité de journaliste pour le groupe M6, Studio 89 plus précisément. C'est un puissant groupe plurimédia. J'étais très bien rémunérée, mais j'y trouvais pas mon équilibre. Je n'y avais pas ma place en fait. J'essuyais tout le temps des réflexions qui étaient liées à mon physique et non pas à mes compétences. Ah, elle est mignonne, hein, elle passe bien l'image. Ah ben sa voix est parfaite, hein. C'est dommage, elle est trop petite. On ne peut pas la mettre à la présentation de la météo, hein, elle est trop petite. Alors moi, c'est 3 réflexions. Déjà, la violence de parler face à moi à la 3e personne, comme si j'étais un esclave, un objet animé. Seconde réflexion, pourquoi une journaliste diplômée de Sciences Po devrait être cantonnée à un poste de présentation météo? J'ai rien contre la météo, hein, mais bon, c'est un peu réducteur. Et non pas à la présentation sérieuse d'un JT ou à la présentation d'une émission documentaire. Et troisièmement, s'interroger aussi, cette réflexion-là, sur le bien fondé des injonctions esthétiques ou vestimentaires. Ces normes qui modèlent, dissimulent, nous contraignent et sexualisent à outrance nos corps, selon des normes établies, je m'en excuse pour les hommes qui sont présents, par le regard masculin, et qui projettent l'image que doit avoir la femme à l'antenne. Alors, notre métier, lié à l'image, nous expose. Vous aussi, en tant que femme politique, vous êtes exposée parce que vous intervenez souvent à l'image, à l'antenne. Nous, les femmes, sommes les victimes d'un jugement permanent. Placé sous contrôle, le corps féminin et ses apparats ont toujours été commentés. La liberté de choisir son vêtement a en effet un prix, celui de s'exposer au mauvais choix, le trop féminin ou le trop masculin, le trop sexy ou le pas assez. Le privilège masculin
il tient à l'uniformité du costume. Le choix, il est limité. Et les écarts à la norme sont beaucoup moins risqués que pour les femmes. On le mesure avec la jupe, le kilt, la jupe masculine. Je crois qu'il y a très peu d'hommes qui osent la porter ou le porter. Bref, fort de cela, j'ai décidé sur mes fonds propres de créer ma société de communication Africa Digital Power en 2009 et le média d'information panafricain 54 États qui fêtera, j'en suis pas peu fière, ses 10 ans en janvier 2022. 54 États est résolument ancré dans l'ère des nouvelles technologies, ce qui permet aux journalistes femmes qui travaillent en freelance sur le continent, pour 54 États, et qui dispatchent l'information en ligne, de se protéger avec des pseudos quand l'information devient trop dangereuse et risquée pour elles. Et je conclurai, parce que je sais que le temps est court, en disant qu'alors que les femmes ne représentent, comme je le disais hier lors de mon intervention, la moitié de l'humanité, elles sont largement minoritaires dans les instances de pouvoir, que le combat pour l'égalité est toujours d'actualité. Et la pandémie liée à la Covid-19 nous permet de nous rendre compte que l'égalité entre les sexes et les victoires récentes sont encore trop fragiles. Nous toutes ici, ainsi que celles qui n'ont pas la chance d'être entendues, on doit participer à reprendre place dans l'histoire de l'humanité. Du moins, c'est ce que je pense. Une place qui est ni grande, ni meilleure que celle des hommes, mais une place qui est méritée et réhabilitée. La nôtre. Et je recommande, pour les recommandations, de créer continuellement des synergies via des événements, des rencontres, des dialogues, de créer un livre blanc, de mettre en place un agenda afin de passer de la pensée, de la parole aux actes et de ne pas rester sempiternellement dans des discours stériles. De créer une charte destinée à défendre les droits des femmes, au sein des médias pour ce qui me concerne, et de lutter en particulier contre le sexisme, mais aussi d'envisager une autre manière de pratiquer le journalisme, peut-être par le prisme des femmes. Voilà, j'espère avoir été claire, courte, concise. Merci à tous et j'espère avoir respecté le temps. Merci.